Bonsoir et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, nous sommes encore samedi 26 novembre 2022 et en allant me promener tout à l'heure, j'ai écouté une émission sur France Culture sur le temps avec euh, avec euh, purée, bon, je suis désolé, cette mémoire, c'est une vraie passoire. La passoire de ma mémoire ne veut pas se rappeler de Yves Klein. Voilà, ça y est, Yves Klein. Et puis un autre intervenant, je pense peut-être philosophe. Et donc, c'était sur les chemins de la philosophie. Voilà. Et alors, c'était sur le temps. Et je vais essayer de dire ce que ça m'a suggéré, mais en fait, qui se rapproche de ce que j'ai déjà réfléchi sur la mécanique universelle, sur mon site mécaniqueuniverselle.net, et qui travaille sur l'idée de l'extase, de l'évolution de l'humanité et de l'extase. Et les deux ensemble, ça fait l'humanité destinée à atteindre son ultime perfection, l'extase. Et l'extase, c'est pour moi la cessation du temps. C'est-à-dire que quand on est dans un état d'extase, chose que j'ai expérimentée sans le vouloir au tout début de la mécanique universelle. Alors quand je parle de la mécanique universelle, pour moi c'est un objet, voilà, c'est un petit peu comme, j'en parle comme d'une personne en somme. C'est, c'est cette théorie que j'ai déroulée, parce que je peux même pas dire que bien sûr que je l'ai écrite, mais en fait elle s'est déroulée quasiment toute seule, même si c'était un peu compliqué pour moi de l'écrire parce que techniquement j'étais très mauvais et je le suis encore. Et donc je maîtrisais pas ni la formulation, ni la, ni l'histoire philosophique, ni le vocabulaire philosophique, ni rien du tout. Et donc, mais elle s'est écrite comme ça un petit peu. Et je me souviens, quelques années après avoir travaillé, avoir déroulé toute cette mécanique universelle, je suis tombé sur des propos de Hegel qui disait en fait c'est pas moi qui ai écrit la phénoménologie de l'esprit, c'est en fait on est écrit quand on travaille sur ça, on est travaillé par une puissance supérieure. Il avait cette conviction. Et je pense que c'est la conviction de Spinoza, c'est la conviction de Bergson, c'est la conviction de, de Malebranche, c'est la conviction de, de, de Pascal, c'est la conviction de Platon, c'est la conviction d'Aristote, c'était la conviction de Plotin, c'était... Voilà. À ce degré-là, on sait très bien qu'il y a une force qui pousse, quoi, qu'au fond, on s'oublie, il y a quelque chose qui conduit à s'oublier derrière le travail. Pourquoi? J'en sais rien. Peut-être parce qu'on travaille avec le mystique près de soi, parce qu'on travaille avec le mystique. Et le mystique, c'est l'humilité totale, quoi. Il n'y a pas de... C'est là, c'est présent. Quand on est immergé dans le mystique, l'humilité, elle est vraiment présente. C'est pour ça que tous les mystiques qui ne sont pas humbles, en somme, les mystiques guerriers, les mystiques de pouvoir, les mystiques, etc.,
c'est pas des mystiques pour moi. Voilà. Et peut-être que justement, voilà, le pape qui a été élu, là, celui-ci, pour moi, c'est un mystique. Il est humble. C'est le vrai mystique. Jean-Paul Ier, ou je ne sais plus, Jean-Paul II, celui qui était un peu offensif, là, etc., qui a été mis en place pour, pour, euh, pour des raisons, enfin, je ne sais pas, bref, je ne vais pas m'amuser à rentrer dans ce genre de discussion. Mais pour moi, ce n'était pas complètement un mystique. C'était, voilà, il y avait peut-être qu'il l'est devenu à force, hein, parce que il est passé par des épreuves qui l'ont rendu, qui l'ont amené là-dedans. Mais bon, il y a de nombreux spirituels, dirigeants spirituels qui n'ont jamais touché, abordé l'humilité. Et cette humilité, elle est dans toutes les communautés religieuses. Les vrais spirituels de ces communautés religieuses sont immergés dans l'humilité au fond, parce que ils se sentent complètement euh, sous la puissance du divin. Voilà, et la vidéo que j'ai fait précédemment, juste avant celle-ci, là, qui concerne les Lubavitch, les Assidim, l'Assidim, eh ben, je pense que c'est exactement ça. Alors, bien sûr, il y a des personnalités, on est des êtres humains avec nos qualités, nos défauts, on n'est pas des saints, évidemment, et cette humilité, ça n'empêche pas de mal se comporter, des fois, de passer, et voilà, d'être juste des êtres humains, quoi. C'est clair. Voilà, et donc, je ne sais pas pourquoi, je m'en rappelle plus pourquoi je parlais de ça. En tout cas, c'est comme d'habitude, je dérive et je m'éloigne de la piste, je prends une piste rouge, et puis d'un seul coup, je vais bifurquer à gauche, je ne sais pas que c'est une piste noire, et je reviens vite sur une piste blanche. Bref, voilà. Et en plus, je ne sais pas faire de ski, donc il n'y a pas de souci. C'est en luge que ça se fait, tout ça. Et alors, le temps. Alors, le temps, voilà. J'ai écouté ça, mais en marchant. Donc, il y a des vaches qui meuglent, il y a des chiens qui aboient, il y a des gens qui marchent sur le même sentier, etc. Il y a beaucoup de choses. Et puis, il y a mon esprit qui divague dans 80% du temps et qui va chercher d'autres choses, qui va penser à autre chose, à un autre truc, bref. Donc, j'ai écouté ça de façon tout à fait délurée, on va dire. C'est pas le terme, mais voilà, je laisse venir les termes qui montent parce que les autres viennent pas. Je sais que c'est pas le terme. Je l'ai cherché dans ma tête, c'était vide, je l'ai pas trouvé, et donc c'est déluré qui vient. Donc la poésie, elle est finalement par inadvertance. C'est ma chute de mémoire qui me rend poète peut-être. Voilà. Bon, bref. Euh, alors, le temps, donc, et c'est magnifique leur façon de penser. Je me souviens que j'avais suivi quelques cours en auditeur libre à Nice, et il y avait justement Yves Klein qui intervenait. Je crois que c'était sur la relation Bergson-Einstein. Et je me souviens que ça avait été caractéristique. Donc il y avait des intervenants, c'était des jeunes étudiants qui faisaient un peu leur classe, et même quelques profs de philo qui intervenaient, qui parlaient de ça, et puis Yves Klein avait parlé. Et c'était le seul que j'avais compris réellement dans ce discours. Les étudiants, ils voulaient tellement être forts, quoi, montrer leur savoir, et c'était légitime, hein, c'est quelque chose. Donc, c'était vraiment expliquer leur thème, leur théorie, ce qu'ils déroulaient, avec avec le vocabulaire le plus complexe de la philosophie. Donc, j'avais compris un beignet, rien du tout. Je captais rien à ce qu'ils avaient dit. Il y avait eu 2 ou 3 intervenants
des jeunes, là, et j'avais rien compris. Et en fait, euh, quand Yves Klein donc, a pris la parole et a parlé, ça me paraissait d'une limpidité vraiment intéressante. Voilà. Alors, tout ça pour dire que j'ai pas écouté en fait ce qu'il disait ou très peu, mais simplement ça m'a amené à tout de suite réfléchir à ça, à l'idée du temps. Il y a des choses que j'ai entendues et qui étaient vraiment intéressantes. Le fait qu'on ne peut pas arrêter vraiment le présent apparemment, et pourtant que le temps en lui-même est une donnée qui est dans l'humanité. On ne peut pas penser que c'est nous-mêmes qui avons créé le temps, que c'est notre conscience qui met en œuvre le temps. C'est une des versions. Et puis l'autre, c'est la version du temps qui est toujours présent dans le système. Et les deux sont un peu compliqués. Et en réalité, ce que ça m'a suggéré, c'est que, voilà, le temps, justement, ce qui est génial, c'est qu'il prouve Dieu. Il prouve qu'il y a du divin. Parce qu'en fait, le principe qui a mis en œuvre l'univers l'a mis en œuvre avec la dimension du temps. Puisque il a mis cet univers avec une expansion. De toute manière, ça ne pouvait pas être créé en dehors de ça. Pour qu'un jour apparaisse la Terre, la vie, l'humanité, l'amour et l'absolu, la vie, etc., il était obligé de répandre cet univers, de le projeter vers quelque... Voilà, pour qu'il prenne forme, pour qu'il se constitue cet univers, il était obligé de se dérouler dans le temps. Donc, d'introduire la dimension du temps. Et cette dimension du temps est dans tout le mécanisme, dans l'expansion de l'univers, dans l'évolution de la vie, etc. Dans l'évolution de l'humanité. Donc, le temps, cette dimension, c'est un outil qui a été à l'origine de l'univers. Alors, si l'univers est né de rien, de l'absurde, comme le pensent les athées, si l'univers, il pourrait être né de rien, voilà, voilà. Mais il était super intelligent pour aller construire ce mécanisme, pour pouvoir s'introduire lui-même cette idée du temps, qui est une idée qui en même temps sera un jour dépassée dans sa création, puisque l'extase dépasse l'idée du temps. Je vais expliquer pourquoi. Donc, il a créé ce principe, si c'est le rien, si c'est le vide, si c'est le vide, hein, je parle, c'est soit un principe créateur, soit le vide, soit rien. Pas le vide, pas le vide quantique, hein, pas un vide palpitant, un vide complètement, rien. Donc l'univers claque à partir du Big Bang, de 10 puissance moins 48 ou moins 43, hop, il se projette et il se projette avec avec tout ce qui va se dérouler. Donc le temps qui permet à l'univers d'exister, le temps qui permet à la vie d'exister, en sachant que la vie ne pouvait pas ne pas apparaître, donc il avait déjà à l'origine l'intentionnalité de la vie. Donc la vie qui se répand, qui évolue à travers des milliers d'années, des millions d'années, jusqu'à conduire aux mammifères supérieurs, donc qui se sophistiquent, etc. Dans cette vie, il y a la dimension de l'amour qui apparaît, c'est la copulation chez les animaux, le désir, les trucs, voilà, quelque chose comme ça. Cet amour évolue dans le vivant pour arriver à un certain moment où l'homme apparaît, sort de cette grande évolution du vivant, donc à travers le temps toujours, il sort, l'humanité sort de ça, se met en évolution,
donc utilise le temps, se pose sur l'histoire du temps et commence à évoluer jusqu'à imaginer le divin, jusqu'à développer l'amour, mais l'amour de façon absolue, qui existe dans la nature. C'est ce qui projette les couples chez nos cousins singes, chez les bonobos, qui les projettent les uns vers les autres avec ce désir, avec cette pulsion, cet amour, quoi. Hein. C'est ça le moteur, c'est un des moteurs du vivant qui est là-dedans. Comment ça se fait que ce principe à l'origine de la création avait l'intention de mettre cette dimension, l'amour, là-dedans, qui est l'amour, le premier stade de l'amour, le désir de copuler. Et puis, l'humanité arrive à le transcender, cet amour-là, à en faire de l'art, à en faire du mystique et à en faire le plus haut niveau qui est l'extase. L'extase, c'est l'amour dans sa forme absolue. Voilà, il n'y a plus rien qui le dépasse. Dans l'extase, pour avoir fait cette expérience, il n'y a plus rien. C'est la jouissance la plus totale. Et c'est une jouissance, c'est-à-dire que c'est la sexualité, c'est le moment de l'éjaculation ou de l'orgasme féminin ou masculin, peu importe. C'est cet instant-là, sauf que c'est un instant parfait qui continue tout le temps, qui dure 1 minute, 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure, voilà, suivant le temps que l'expérimentateur va le faire. Plotin l'a fait pendant 5 minutes, etc. Moi, accidentellement, ça a duré 1 semaine quasiment. Et j'étais dans cet état permanent d'extase. Et dans cet état permanent, c'est la jouissance, exactement l'instant de la jouissance, l'instant de l'éjaculation pour les hommes, l'instant de l'orgasme pour une femme, cet instant qu'on ne peut pas arrêter, qui va iriser complètement toutes nos cellules, tous nos organes, qui va les mettre dans un état de perfection absolue, mais on ne s'en rend pas compte. C'est tellement bref. C'est pour ça que l'extase, que la jouissance sexuelle, c'est une publicité. C'est comme ça que je l'explique sur la mécanique universelle. Je dis que c'est la publicité de l'extase. Et c'est pas pour rien que ça nous est donné de manière aussi fugace, aussi explosive, qu'on ne peut pas retenir comme ça. On ne peut pas le comprendre comme ça. Pour le comprendre, il faut expérimenter l'extase. Pour comprendre ce qu'est la jouissance sexuelle. Voilà. Non, sinon, on ne la comprend pas. On est là-dedans, on y va, on est projeté, on a envie, etc. Les gens ne se posent même pas la question globalement, parce qu'on ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas arrêter un instant pour voir ce qui se passe dans cette brièveté-là. Voilà. Et ça n'a rien à voir avec la jouissance sexuelle, l'extase, parce qu'il n'y a pas la chute ensuite derrière, puis le redésir, puis etc. Tout ce mécanisme-là. Et donc, cet état d'extase arrête le temps, curieusement. Parce que là, on est dans un état de pur immédiat. C'est-à-dire que quand on est dans cet état-là, on ne peut plus projeter notre cerveau à demain, dans 5 minutes, dans 1 mois, etc. Et on ne peut plus avoir de référence avec le passé. Le passé ne revient plus dans notre esprit. Notre esprit est vide. L'extase, l'ego est parti. Voilà, il faut bien comprendre que dans l'état d'extase, c'est ce que cherchent à atteindre les moines tibétains ou les moines zen quand ils essayent d'atteindre l'éveil, le nirvana, cet état-là, ou les soufis, etc. Bon, bref, dans cet état-là, on est posé sur l'immédiat absolu. Donc on est tout le temps on est en contemplation. Donc on ne se projette plus, l'esprit est vide, il ne calcule plus, il ne pense plus, il est dans l'absorption des choses, de la vie pénètre l'être humain en état d'extase et nous fait jubiler, voilà, et on jubile de cette contemplation, mais on peut contempler n'importe quoi, un clou rouillé, c'est la même chose, tout renvoie cet état d'amour. Je vous renvoie aux 2 ou 3 dernières vidéos
où je parle un peu de cette extase. Et puis j'en parle sur toutes les vidéos globalement et et sur le site, j'essaye de le décrire par écrit. Bon, bref. Donc, comment se fait-il que ce principe créateur à l'origine de l'humanité, ou à l'origine de l'univers, donc invente le temps, parce que le temps, c'est qu'un outil dans cette chose-là, puisque dans l'état d'extase, on est posé, on est vécu par la vie, en réalité. Donc, même si le temps existe, continue d'exister, puisque un jour on meurt, etc., on peut le comprendre comme ça, mais la conscience, déjà la conscience, c'est clair et net, c'est pas elle qui crée le temps. C'est pas elle, disons, qui le crée définitivement. Ou alors, dans ce cas-là, oui, c'est elle qui crée le temps pour nous autres, puisque dans l'état d'extase, où la conscience est vide, vide d'intentionnalité, elle est juste pleine de contemplation, dans cet état-là, le temps n'existe plus. Donc, effectivement, le temps est une création, à ce moment-là, une création de l'homme. Simplement, comme un extatique est mortel comme les autres, il est donc inclus dans l'histoire du temps. Il est quand même inclus dans l'histoire du temps. Donc ce temps est antérieur à l'humanité, antérieur à la conscience du temps. Donc, s'il est antérieur, il remonte, comme j'en ai fait la généalogie, il remonte à l'origine du Big Bang. Il a été projeté comme un outil, il a été mis en œuvre avec l'organisation de la matière, comment se fait cette matière à partir de rien, à partir du vide quasiment. Comment se constitue la matière avec des électrons qui tournent autour d'un noyau. Donc quelque chose qui n'existe pas, qui est immatériel. À partir de l'immatérialité, la matière se constitue. Et à l'intérieur de cette matière, il gave cette matière de temps, d'espace, donc, puisqu'il se répand, etc. Et de ces dimensions-là que nous cherchons à comprendre à travers les génies que sont les physiciens, etc. Et les horodateurs. Non, c'est pas ça. Et les philosophes. Voilà. Voilà, en somme, ce que je peux dire sur le temps. Voilà. Donc la création, étrangement, elle intègre à l'intérieur d'elle-même un élément, l'humain, capable d'accéder à un état si particulier, l'extase, le nirvana, l'éveil, qui abolit le temps. Si derrière tout ça, il n'y a pas du divin, eh ben, ça va être compliqué pour l'athéisme de démontrer que tout ça, qu'il y a de l'absurde dans tout ça, dans ce type d'explication. Voilà comment je comprends les choses sur le temps. Bon, il y aurait beaucoup à pas dire, hein, parce que je ne l'ai pas entendu correctement. L'émission était vraiment géniale et je vous renvoie à cette émission-là. De toute manière, je vous renvoie à France Culture globalement. Pour ceux qui s'intéressent à la culture, je vous renvoie à France Culture et puis au chemin de la philosophie. Et il y a maintenant une autre émission. Il y en a, toutes les émissions sont géniales sur France Culture, quoi qu'il arrive. Allez, au moins la plupart, pour moi. À bientôt, merci.